J'ai toujours eu cette espèce d'impression qu'il faut absolument que je rende ma vie intéressante. Moi, le jour où je suis devenu millionnaire, j'en avais rien à foutre. Parce que j'en voulais déjà 10 à ce moment-là. Donc oui, il y a aussi des gens qui ont suivi mes conseils, qui ont regardé une de mes vidéos, qui ont été motivés, qui ont lancé un business et ça n'a pas fonctionné. C'est pas grave. Ils ont perdu quelques mois, ils ont peut-être perdu quelques centaines d'euros. Certes, il n'y a pas tout le monde qui va réussir et ça me pose aucun problème. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous qualifient de vendeur de rêve? Je pense que je suis quelqu'un de généreux, mais pour moi, l'argent était tellement important que quand j'en avais peu, je le partageais pas. Vous, Yomi, quelle est votre principale source de revenus aujourd'hui? Je suis très étonnée par cette réponse. Ça s'est passé comment pour vous? De loin, la chose la plus dure que j'ai faite dans ma vie. Mais vous avez appris quoi? On apprend qu'on peut supporter énormément de souffrance. Tout ce qu'il touche se transforme en or massif ou en followers. Derrière ces airs de jeune entrepreneur insolent se cache un véritable businessman, audacieux et innovant, devenu maître dans l'art du personal branding. Le roi du marketing bling bling affiche clairement son ambition et son goût pour l'argent, ce qui ne manque pas de faire réagir. Adulé par certains et détesté par d'autres, il a cette capacité à retourner n'importe quelle situation à son avantage pour exploser son niveau de notoriété. Sa success story ressemblerait presque à un film hollywoodien dont il est le héros. D'abord footballeur, puis sergent dans l'armée suisse, étudiant HEC et après un bref passage par l'université d'Harvard, il décide de tout plaquer et d'aller à contre-pied des schémas de réussite imposés par la société pour se créer sa propre légende sans permission. Du haut de ses 25 ans, il devient le roi du e-commerce avec la première chaîne business francophone. Il est à la tête d'un véritable empire. Celui qui se présente comme un étudiant fauché, devenu millionnaire en 1 an, est mon invité aujourd'hui. Et voyons ensemble ce qu'il peut nous proposer en 1 heure. Yomi Denzel, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Dans quel état d'esprit vous êtes? Un bon état d'esprit. Un bon état d'esprit, sûr? Oui, aujourd'hui ça va bien. Il me semble que vous habitez à Dubaï, c'est ça? Alors j'habite entre Dubaï et Londres. Dubaï et Londres. Je passe l'été en Europe et l'hiver à Dubaï. Et qu'est-ce qui vous amène alors à Paris, en plus en pleine grisaille? J'avais pas envie de retourner à Dubaï tout de suite. J'avais envie de prolonger un petit peu mon été européen. J'ai décidé de passer pendant quelques semaines à Paris. Vous connaissez le principe, je commence tous mes entretiens avec la même question. Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui? Waouh, il y a plein de raisons. Je pense que la plus importante, c'est la liberté. J'ai envie d'être libre. J'ai envie de profiter de ma vie à 100%. J'ai envie d'être sûr que quand elle se finit, je suis fier de ce que j'ai fait et j'ai pas de regrets. Donc c'est pour ça que je me pousse tous les jours et c'est pour ça que j'essaie d'avoir plein d'expériences différentes et de pas me fixer de limites. C'est bien, c'est un bon état d'esprit, mais ça vous vient d'où? Est-ce que vous avez toujours été justement dans cet état d'esprit ou est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur à un moment donné qui vous a fait prendre conscience de ça? C'est une très bonne question. Ça date depuis longtemps, en tout cas. Depuis que je suis gamin, que j'ai 5, 6, 7 ans peut-être. Ah oui. Ouais, donc je sais pas si c'est parce que quand j'étais plus jeune, j'avais une situation, enfin ma famille avait une situation financière qui était pas incroyable et que j'ai ressenti un manque peut-être à un moment, surtout en me comparant à mon meilleur ami de l'époque. Je raconte souvent l'histoire où je suis allé vivre chez lui et puis j'ai vu qu'il y avait une grosse différence entre sa vie et la mienne. Donc, je sais pas si ça vient de là ou si c'est juste quelque chose qui était présent depuis ma naissance. Ouais, quelque chose qui fait partie de votre caractère, de votre personnalité, vous pensez? Je pense qu'il y a clairement une partie de mon caractère. En tout cas, il y a toujours eu de l'ambition, de la détermination, l'envie de faire quelque chose de grand. Ça, depuis mes premiers souvenirs. J'ai des souvenirs où je suis gamin, je rentre de l'école et je pense déjà à mon futur, à ce que je vais faire dans la vie, à comment je vais réussir, comment je vais me sortir de ma situation. Et j'ai appris justement que le e-commerce, le marketing et tout, c'était pas du tout dans vos plans au départ. Non. Vous, enfant, vous rêviez d'être footballeur, c'est ça? C'est très juste. Ouais. Jusqu'à mes 16 ans. Je rêvais pas seulement d'être footballeur, j'avais vraiment un plan pour devenir footballeur. Je m'entraînais, c'était prévu, c'était ma vision. C'était pas juste un truc que j'avais envie de faire et c'était vraiment la voie que j'avais sélectionnée pour me sortir de ma situation et réussir dans la vie. Et vers mes 16 ans, mes envies ont changé, je me suis blessé, j'ai vu qu'il y avait d'autres choses, j'ai vu que j'étais pas si passionné. J'avais aussi énormément de stress lié au foot à l'époque et j'ai un petit peu basculé dans d'autres chemins.
Alors, vous aviez un plan pour devenir footballeur professionnel. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous nous expliquiez justement, c'était quoi ce plan? C'était quand même assez jeune. Avoir un plan pour devenir footballeur quand on est enfant, c'est impressionnant. Ben oui, depuis que je suis gamin, j'ai toujours été super ambitieux et donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Je vais devenir footballeur professionnel. Donc, je m'entraînais tous les jours. Donc, au début, c'était par plaisir, j'allais jouer avec mes potes, mais je faisais aussi des entraînements vraiment poussés où j'allais regarder des vidéos sur internet, je regardais comment les pros s'entraînaient, je regardais qu'est-ce que les pros mangeaient, je lisais des livres de nutrition, je me couchais à 9h. À chaque fois que j'avais un entraîneur, je lui posais plein de questions, je restais à la fin de l'entraînement. Donc j'essayais vraiment d'avoir toutes les informations, de mettre toutes les choses en place pour avoir un avantage sur mes coéquipiers et être le meilleur. À tous les entraînements, avant d'aller, je faisais attention à ce que je mangeais, d'avoir bien dormi la veille. J'arrivais à l'entraînement, je faisais l'échauffement de manière ultra sérieuse. Chaque passe, je faisais attention à comment je positionnais mon pied. Et très vite, j'ai vu que je mettais un niveau d'implication bien plus élevé que tous mes coéquipiers. Et c'est parce que j'avais vraiment cette vision d'utiliser ça pour changer ma vie. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans l'aspect de le fait de devenir footballeur professionnel? Est-ce que c'est le fait de gagner beaucoup d'argent, par exemple, et d'élever son niveau de vie? Alors, il y a toujours eu une facette liée à l'argent dans toutes mes aspirations. Donc pour moi, l'argent, c'est quelque chose de super important. Je pense que dans la société actuelle, on se ment à soi-même. Beaucoup de gens se mentent à soi-même. L'extrême majorité des gens consacrent la plus grande partie de leur vie à gagner de l'argent. Donc ce serait vraiment une erreur de penser que c'est pas important. L'argent, c'est forcément important et l'argent, ça peut représenter plein de choses. L'argent, pour moi, ça représente la liberté. Ça représente la liberté de faire ce que j'ai envie de faire. Depuis très jeune, j'ai jamais supporté l'autorité. J'ai jamais supporté les règles. Et donc, le fait de ne pas avoir d'argent, ça m'obligeait à peut-être suivre les ordres d'un certain patron, pas pouvoir aller à un certain endroit, pas pouvoir prendre des vacances quand je veux, devoir respecter un certain emploi du temps. Et donc, ça a toujours été quelque chose de très important pour moi. Donc, j'ai d'abord voulu devenir footballeur professionnel, ensuite j'ai voulu réussir dans les études, peut-être trouver un très bon emploi et ensuite je suis devenu entrepreneur. Mais à chaque fois, j'aurais jamais pu faire quelque chose où j'allais pas gagner beaucoup d'argent. C'était une des conditions de mes objectifs de vie. Et après, il y a aussi la notion de succès de manière générale, donc de réussir à faire quelque chose que plein de gens essaient de faire, mais pas tout le monde arrive, donc se surpasser. Et c'était la même chose dans le football, c'était la même chose dans les études. Par la suite, ça a été la même chose dans le business. Donc je pense qu'il y a ces trois éléments-là qui se retrouvaient dans le foot et dans les autres choix de carrière que j'ai fait par la suite. Il y a vraiment un lien en réalité avec, par la suite avec ce que vous faites aujourd'hui, puisque tout ce que vous faites, c'est vraiment dans l'objectif de devenir financièrement libre. Plus vraiment aujourd'hui, parce que j'ai la chance de déjà l'être, en tout cas selon mes critères. Donc je pense que ce qui reste aujourd'hui, c'est vraiment cette notion de compétition, du dépassement de soi, de toujours aller chercher plus loin. Je pense que c'est ça plus qui me drive aujourd'hui que le fait d'être financièrement indépendant, parce que j'ai déjà atteint les niveaux de richesse qui me permettent de faire plus ou moins tout ce que j'ai envie de faire. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, Yomi, moi, avant, je ne vous connaissais pas. Et donc, j'ai fait mes petites recherches, évidemment, pour préparer cet entretien. J'ai découvert votre parcours, j'ai découvert un personnage, mais j'ai surtout découvert que vous maîtrisez beaucoup l'art du storytelling et du personal branding. J'aimerais savoir comment vous avez appris à faire ça. C'est une très bonne question. On me l'a jamais posée et je me la suis jamais posée. Quand j'étais gamin, ma mère et mon frère, ils avaient une petite expression, ils m'appelaient Radio 24 parce que je faisais que parler. Donc je pense que ça vient de là. J'ai toujours aimé raconter des choses et donc je pense que c'est venu assez naturellement et j'ai toujours aimé motiver aussi. Je pense qu'il y a ça aussi. Quand je faisais du foot, j'essayais toujours de motiver mon équipe. Par la suite, j'ai fait entraîneur de foot. J'étais toujours en train de préparer des discours pour essayer de tirer le maximum de mes joueurs. Quand j'étais à l'armée plus tard aussi, j'ai toujours eu cette envie de pousser les gens. Et quand j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai repris cet aspect-là de ma personnalité. Je comprends bien, mais même si on a des facultés en communication, même si on a une aisance à l'oral, j'ai grandi aussi un peu comme ça, j'étais plutôt à l'aise, plutôt un enfant extraverti. Et c'est vrai que vous avez raison, il y a des choses qui sont un peu innées, mais pour arriver à le faire à un certain niveau comme le vôtre,
je pense qu'il faut quand même se former et il faut apprendre. Parce que là, c'est plus le fait de motiver les troupes pour aller faire un match de foot. Là, on crée une audience sur Internet, on lance des business, c'est un truc sérieux et il y a beaucoup de monde qui vous suit. Donc moi, j'ai vraiment vu comment vous travaillez un petit peu votre storytelling, comment vous racontez tout ça. Il y a quand même des techniques professionnelles derrière. Comment vous avez appris ça? Comment vous vous formez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous inspire, vous, personnellement? Je pense qu'il y a deux choses. Premièrement, je pense que pour être bon en storytelling, il faut avoir une belle histoire à raconter. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur ma vie, j'ai pu accomplir certaines choses et le fait d'avoir ces choses-là, d'avoir ce parcours, ça rend mon storytelling beaucoup plus facile parce que j'ai des choses intéressantes à raconter, j'ai une progression, j'ai des accomplissements. Donc, la première étape, ça a été de moi-même changer ma vie, moi-même travailler sur ma vie et ça, je le fais depuis longtemps. Donc, récemment, ça a été mes succès dans le business, mais depuis que je suis gamin, j'ai toujours cherché à me challenger, à faire des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, que ce soit en allant à l'armée, que ce soit en allant étudier en Allemagne quand j'étais ado, que ce soit en me retrouvant à Londres ou en Australie à 18 ans sans connaître une seule personne et sachant même pas où j'allais dormir. Donc j'ai toujours eu envie de faire de ma vie une espèce d'aventure. Et donc, quand on transforme sa vie en aventure, on a une belle aventure à raconter. Donc ça, je pense que c'est la première composante. Et ensuite, après, ça fait longtemps que... moi, j'ai grandi avec YouTube. Je suis vraiment la génération qui a grandi avec YouTube. Je me souviens, les premières vidéos que je regardais, il y avait presque rien sur YouTube. Avoir 10 000 abonnés, c'était un truc de fou. J'ai vraiment vu toute l'évolution de YouTube. Et donc, je connais les codes. J'ai grandi avec ça. Et quand on est jeune, notre cerveau, c'est vraiment une éponge. Donc, j'ai pu voir comment les YouTubeurs parlaient. J'ai pu voir qui arrivait à captiver les audiences, comment ils le faisaient. Et donc, quand moi, j'ai commencé à le faire, et j'ai commencé à le faire assez tôt. J'ai fait ma première vidéo sur YouTube, je devais avoir 15 ans. Au fur et à mesure, j'ai appris. Et ça m'a donné... j'étais un des premiers entrepreneurs à vraiment parler sur YouTube. Et donc, j'ai fait ce mix de... j'ai mes connaissances dans le business, j'ai ce parcours dans l'entrepreneuriat et je sais faire des vidéos YouTube. Et je pense que cette association a très bien fonctionné. Et ensuite, moi, il y a deux manières d'apprendre. On peut apprendre des autres et on peut apprendre aussi de ses propres expériences. Je pense que pour le coup, le personal branding, je l'ai beaucoup appris aussi juste de par moi-même, en faisant plein de vidéos, en regardant qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fonctionne pas, quand est-ce que j'ai des bons retours, quand est-ce que j'ai de moins bons retours, et en m'adaptant au fur et à mesure. Et ensuite, j'ai aussi la chance, moi, de m'être forcé à écouter, en tout cas, l'anglais depuis très tôt. Donc, je me suis aussi inspiré de personnes aux US au début de mon parcours qui faisaient certaines choses aux US qui n'étaient encore pas présentes en France. Oui, bien sûr, les Américains ont toujours une longueur d'avance dans tous les domaines. Mais justement, est-ce qu'il y a des youtubeurs américains, vous, qui vous ont inspiré, qui vous ont motivé à faire ce que vous faites aujourd'hui? Moi, alors, il y a un mec qui s'appelle Tai Lopez, qui a complètement changé ma vie. Parce que c'est lui qui, au final, m'a motivé à me lancer dans le business en ligne. Lui, il m'a énormément inspiré. Bien sûr, il y a des choses à reproduire, des choses à moins reproduire. Comme toute personne, il y a un autre qui s'appelle Alex Baker, qui m'a aussi beaucoup appris. Sam Evans, aujourd'hui Alex Hormozy. Je suis toujours quelqu'un qui adore me former, j'adore prendre les idées, voir les concepts que d'autres personnes ont en tête. Donc je continue continuellement à me former, à apprendre, à être inspiré par d'autres personnes. Que ce soit aux US ou en France. C'est super important ce que vous dites, Yomi, parce que je pense que ça, c'est une vraie faculté que les gens négligent souvent. C'est pas parce qu'on regarde des vidéos YouTube et qu'on est plutôt bon en communication qu'on peut percer sur YouTube ou sur le web d'une manière générale. À un moment donné, vous avez dit, moi, j'ai compris les codes. Et ça, c'est hyper important. Quand on regarde et qu'on a envie de reproduire, il faut comprendre les codes pour pouvoir s'en inspirer et après faire les choses aussi à sa manière pour que ça puisse aussi matcher avec sa personnalité. Déjà, comprendre les codes, ça c'est essentiel. Et il y a une deuxième chose aussi dans ce que vous dites, c'est que j'ai l'impression quand même que vous avez compris l'importance du storytelling et que finalement vous construisez petit à petit vos propres expériences personnelles de sorte justement à écrire votre propre histoire. Je pense notamment, en fait, il y a le footballeur, il y a l'armée, il y a Harvard. Et à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans votre vie, vous le partagez au grand public en racontant l'histoire. Mais du coup, vous construisez aussi vos propres expériences personnelles pour avoir quelque chose à transmettre et à raconter. C'est quoi la prochaine histoire? C'est quoi le prochain chapitre? C'est une bonne question. J'ai toujours, en fait, je pense que j'ai toujours eu cette espèce d'impression qu'il faut absolument que je rende ma vie intéressante.
Et je voulais le faire juste pour moi. J'avais pas ce plan ultra compliqué où je prévoyais de devenir youtubeur et donc d'utiliser mon histoire dans le futur. C'est juste quelque chose que j'ai fait pour moi de base. Je me suis toujours dit, j'ai qu'une seule vie, il faut que je la rende la plus intéressante possible. Je me suis toujours imaginé à 80 ans avec des rides et avoir plein d'histoires à raconter. Et ça, pour moi, c'était super important. Donc, ça m'a toujours forcé à... J'ai toujours eu un peu cette envie maladive de toujours faire quelque chose d'intéressant. Je pouvais pas avoir une année dans ma vie où juste j'allais à l'école et c'est tout. Fallait forcément que soit je fasse du surf, alors je fais du MMA, ou alors je vais dans d'autres pays, je vais découvrir, je lance mon business. Toujours quelque chose qui doit être en train de se passer, je dois toujours être en train de progresser, en train de découvrir de nouvelles choses. Et j'ai toujours eu je me souviens quand j'étais à l'école et que les profs en début d'année, ils demandaient à vous vous présentez et vous dites ce que vous voulez faire dans la vie. Et il y avait des gens qui disaient je sais pas. Et moi, ça m'a toujours choqué. J'étais là, mais t'as qu'une vie et tu n'y penses même pas, tu t'en as rien à faire de ce que tu vas faire plus tard. Et moi, c'était vraiment mon sujet de pensée numéro 1. J'étais tout le temps en train de réfléchir. Et si je faisais ça? Et si je fais ça? Non, mais attends, il faudrait plutôt que je fasse ça. Ah non, mais si je fais ça, je vais perdre trop de temps. Et j'ai toujours eu ce stress constant. Et donc, ça me force toujours dans ma tête, tous les jours, je réfléchis, est-ce que je pourrais faire ça? Ah, je peux faire ça. Donc, moi, par exemple, hier, j'avais des idées de start-up, je réfléchissais, est-ce que je fais plutôt cette start-up? Est-ce que je fais plutôt ça? Est-ce que je bifurque ma carrière comme ça? Donc, ouais, les prochaines étapes, moi, j'ai soit envie de vraiment me concentrer sur YouTube. Je pense que c'est un média incroyable. Je pense que c'est le futur du média. Bon, ça, je pense que la plupart des gens l'ont déjà compris. Et je pense qu'il y a encore plein de choses à faire. Je pense que c'est encore quelque chose de très sous-estimé. Il y a plein de choses à construire. Et ça me passionne. J'adore faire des vidéos sur YouTube. J'adore créer du média, créer quelque chose de passionnant pour les gens. Donc, soit me concentrer vraiment sur YouTube, essayer de croître encore mon audience, mais presque peut-être au-delà des sphères classiques du business en ligne. C'est-à-dire ? Je sais pas, faire quelque chose de plus mainstream, essayer d'aller trouver un public encore plus grand. Où ça? Sur YouTube, en faisant des vidéos peut-être un peu moins business, mais plus inspirantes, lifestyle, drôle. Il faudra trouver le bon mix. J'ai pas envie non plus de devenir... C'est quelque chose que vous commencez déjà à faire, j'ai l'impression, quand même, le lifestyle, tout ça. Un petit peu. Mais j'ai l'impression qu'il y a des concepts que je pourrais mettre en place qui marcheraient encore bien. C'est quoi le but? C'est de devenir influenceur sur YouTube? Non, influenceur. J'aime pas le terme influenceur. Personne n'aime le terme influenceur. À chaque fois qu'on sort ce terme, c'est marrant. Tout le monde me dit je n'aime pas le terme influenceur. Et après, c'est ce qu'on voit dans les descriptions sur Instagram. Ouais. Non, je sais pas. Mais ça, c'est une voie parce que je me dis, j'ai une envie de le faire. Et je me dis, si je le fais pas maintenant, je vais jamais le faire. J'ai pas envie d'être concentré sur YouTube quand j'ai 40 ans. Je préfère le faire maintenant, en étant jeune, quand j'ai encore un peu d'énergie, quand je peux encore courir un petit peu partout. Je pense que c'est le bon moment pour le faire. Mais après, moi, ma plus grande ambition, c'est vraiment, elle reste business. Et donc, c'est de faire un énorme business. Mon business aujourd'hui fonctionne bien, mais je pense pas que je peux les transformer en business qui font des milliards. Et donc, j'ai l'envie à un moment... D'avoir un peu plus d'influence, d'étaler un peu plus votre influence dans d'autres sphères, pas seulement business. C'est même pas une histoire d'influence, c'est plus l'idée de construire quelque chose de grand, construire quelque chose qui a un impact. Donc oui, de pouvoir avoir une énorme entreprise qui impacte plein de gens et qui emploie plein de gens et de pouvoir la créer, la voir grandir, l'optimiser. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire dans ma vie. Il y a un truc que j'ai lu dernièrement, je ne me rappelle plus c'était où exactement, mais qui disait justement les influenceurs, notamment les influenceurs sur YouTube, mais pas les influenceurs comme on l'entend sur Instagram et TikTok, hein, vraiment les infopreneurs influenceurs, c'est les prochains milliardaires, c'est les milliardaires de demain. Et en fait, j'ai réfléchi, je me disais, mais en fait, Elon Musk, par exemple, c'est un influenceur. Le mec, quand il tweet quelque chose, il fait trembler la terre entière. Donc vraiment, son avis peut changer, peut faire basculer le cours des choses. Donc vous voyez, il n'y a pas que Nabila finalement en tant qu'influenceuse. Elon Musk est un influenceur et d'autres entrepreneurs, d'autres personnes qui ont fait de grandes choses justement, deviennent influenceurs à leur propre façon, à leur manière. C'est de ça dont je parle. Est-ce que c'est un petit peu la vision que vous avez de votre chaîne et du personnage Yomi Denzel justement ? Je suis convaincu que le fait d'avoir un personal branding, c'est quelque chose de surpuissant et que ça va le rester. Donc, je pense continuer à faire des vidéos sur YouTube pendant encore très longtemps.
Après, je pense pas que c'est forcément une nécessité. Je pense qu'on peut très bien avoir un business qui fonctionne très bien sans forcément avoir une grosse présence sur les réseaux. Donc je pense pas que ce soit une nécessité. Et si je me focus vraiment sur cette idée de business que j'ai envie de faire croître, je sais pas si ce sera forcément directement ou indirectement à travers mon personal branding. J'imagine aussi tout à fait créer une entreprise qui au final ne pourrait pas m'appartenir et qui n'a pas de lien spécifique avec moi. Vous travaillez beaucoup avec vos amis, j'ai vu ça. D'ailleurs, vous habitez même ensemble dans le même appartement. Pourquoi vous avez fait ce choix ? C'est arrivé un petit peu par hasard, mais c'était un très très bon choix. C'est un très bon choix parce que, comme le dit Drake, no new friends. Les amis qu'on se fait après le succès ou après avoir accompli certaines choses, c'est pas les mêmes que les amis qui sont là depuis le début. Il y a un lien qui est différent. Donc je suis pas du tout quelqu'un de fermé ou qui se méfie de tout le monde, bien au contraire. Mais je pense pas que j'arriverai à reproduire le lien que j'ai avec les personnes que je connais depuis que je suis ado, que je connais depuis avant que je lance mes business, etc. Donc ça m'a permis, le fait de travailler avec eux, de garder ce lien, de garder cette proximité que je n'aurais pas forcément eu si on n'était pas liés par le business. Et ensuite, j'ai la chance d'avoir des amis qui sont très compétents, qui sont très déterminés, qui me ressemblent dans plein de domaines, et donc ça rend le fait de travailler avec eux plus facile. Et pourquoi voilà. habiter ensemble ? Ça, c'est plus des raisons pratiques. Ça nous permet d'avoir une plus belle maison, ça nous permet de toujours avoir quelqu'un avec qui discuter, ça nous permet de travailler ensemble. Donc c'est comme si, nous on travaille depuis chez nous, on a des business en ligne, donc ça nous permet d'avoir le bureau qui est la maison. Donc ça nous donne un espèce d'endroit où on fait tout. Il y a toujours quelqu'un avec qui parler, il y a toujours, on peut toujours échanger, on peut travailler plus efficacement. Donc c'est arrivé un petit peu par hasard. Est-ce que vous connaissez l'auteur Robert Greene ? Oui. Oui ? Oui. D'accord, donc vous connaissez sûrement l'une des 48 lois du pouvoir de Robert Greene qui dit « Engager un ami va inévitablement limiter votre pouvoir. Toutes les situations professionnelles nécessitent une sorte de distance entre les personnes. Le talent et les compétences sont bien plus importants que les sentiments amicaux. Donc, la clé du pouvoir consiste à engager des personnes talentueuses pour gérer vos affaires et garder vos amis pour l'amitié. » Vous pensez quoi de cette loi ? C'est drôle parce qu'il y a quelques sujets où on va pouvoir lire dans des livres des choses qui sont complètement opposées. Donc typiquement, il y a des gens qui vont dire que s'associer avec ses amis, c'est pas bien, comme le dit Robert Greene. Tout comme il y a des personnes qui vont dire l'inverse, qui vont dire que le lien de la famille, c'est quelque chose de super important, ou les amitiés, on ne pourra jamais faire confiance à quelqu'un dans le business comme on peut le faire à un de ses amis proches. Je pense que tout est dans la nuance. Il y a certains amis avec qui il ne faut absolument pas travailler, et il y a certains amis avec qui ça peut être une des meilleures décisions. Donc, comme je l'ai dit avant, moi j'ai la chance d'avoir des amis qui avaient les valeurs, qui avaient les compétences, qui avaient la même vision, et donc le fait de travailler avec eux, ça n'a jamais été un problème. Jamais vous arrivez à mettre des limites, dire les choses sans prendre forcément de pincettes. Il y a ce respect où, imaginons, parce que j'ai plusieurs types de relations avec des amis. Il y a des amis qui vont travailler pour moi, il y a des amis avec qui je suis associé, donc on est au même niveau, donc ça dépend. Mais peu importe, j'ai jamais eu un seul problème. Donc il y a à chaque fois, si on est en désaccord, on discute. S'il y a une personne qui ne performe pas, je vais pouvoir lui parler aussi ouvertement, voire même plus ouvertement qu'un employé ou un collègue avec qui j'ai pas cette même proximité. Donc pour moi, ça a été que du win-win. Par exemple, quelqu'un qui aimerait justement travailler avec ses amis, mais qui ne sait pas trop comment s'y prendre. Quel est le conseil que vous pouvez lui donner pour bien gérer les liens, justement, et que cet ami ne devienne pas un ennemi ? Le conseil, justement, c'est de comprendre que c'est pas « est-ce que je travaille avec mon ami ou non ?» C'est « est-ce que je travaille avec cette personne ou non ?» Et si cette personne est un ami, cool. Si cette personne n'est pas un ami, ça fonctionne aussi. Pour moi, il faut juste ne pas le prendre en considération. Donc, je juge le fait de travailler avec un ami, tout comme je juge le fait de travailler avec n'importe qui. Et donc, j'ai travaillé uniquement avec les amis qui avaient les compétences nécessaires, qui avaient le culture fit. Et donc, c'est pour ça que j'ai pas eu de problème. Et ça vous est déjà arrivé de vous séparer d'un collègue qui est également un ami ? C'est arrivé. Ça s'est passé comment ? Il n'y avait pas d'amertume ? Jamais. Jamais ? Non. Je pense que le plus gros problème, en général, à chaque fois qu'il y a des problèmes dans les relations humaines, c'est des problèmes de communication. C'est qu'on n'ose pas dire quelque chose qu'on sait qu'on devrait dire.
On dit quelque chose qu'on a envie de dire à une certaine personne, à quelqu'un d'autre derrière son dos parce qu'on n'ose pas la confronter. On a un problème, on le garde pour nous, pour pas faire de problème, et ça s'amplifie, ça monte, et tout d'un coup ça explose. Donc le fait d'avoir cette maturité en termes de communication et aussi cette maturité émotionnelle que j'ai, mais aussi que mes amis ont, où si on dit quelque chose qui peut-être est blessant, ben, on le prend, on l'assume, on dort dessus, et ensuite on avance. Et ben, le fait d'avoir tout ça, ça nous a permis de jamais avoir de problème, quoi. Et est-ce que le niveau social, c'est quelque chose d'important dans le choix des amis ? Parce que je sais que j'avais déjà parlé à quelqu'un qui avait gagné au loto, par exemple, et qui me disait, une fois qu'on devient riche, c'est très compliqué, c'est difficile de garder les amis qu'on avait avant. Parce qu'il y a plein de choses qui changent, le rapport avec les gens change. Vous, c'est quelque chose que vous prenez en considération ? Non, pas du tout. Mes relations avec tous mes potes sont restées... Enfin, mes vrais potes sont restés exactement les mêmes. Quand j'étais un étudiant Fogé ou maintenant que je suis multimillionnaire, on est toujours potes et ça n'a jamais créé de problème. Jamais. Après, c'est vrai que quand on a beaucoup d'argent, des fois, il y a une espèce d'imbalance qui se crée où on a un petit peu de pouvoir par la force des choses parce que c'est nous qui décidons où on va, c'est nous qui décidons ce qu'on fait. Surtout si on offre beaucoup, les gens se sentent un petit peu redevables et ça nous permet, ça nous donne un peu de pouvoir. Donc moi, des fois, j'ai dû consciemment faire attention de ne pas abuser de ce pouvoir-là, parce que ça peut monter à la tête, où on peut devenir un petit peu, je sais pas, on peut se croire un petit peu tout permis, parce qu'au final, on n'a pas vraiment de répercussions. Si on se comporte mal, si on est mal poli par exemple, avec un de nos potes, et que tout le monde est au même niveau, la personne, elle va nous rentrer dedans directement, elle va dire « Attends, tu me parles pas comme ça » ou pourquoi tu fais ça ?» Alors que si on est en vacances et que c'est nous qui offrons à tout le monde les vacances, on paye la maison, on paye les restos, etc., la personne, elle va peut-être moins oser venir faire un reproche. Donc c'est super important d'être encore 2 fois plus, de porter 2 fois plus attention à son comportement pour pas justement avoir des attitudes qui pourraient être blessantes ou qui sont pas adaptées. Donc moi, j'ai dû faire attention à ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas, et c'est pour ça qu'on a l'image des fois des personnes, une personne riche qui a la grosse tête, ou une personne célèbre qui a la grosse tête, qui fait des caprices, qui se comporte mal, parce qu'en fait elles ont plus ce feedback. Elles ont plus ce feedback de si je me comporte mal, on va me rentrer dedans, on va me dire d'arrêter. Personne ose rien nous dire, donc des fois on a des attitudes, on se rend même pas compte qu'elles sont pas adaptées. Et en plus de ça, t'as tout le stress. Souvent, quand t'as de l'argent, etc., t'as plein de choses à gérer, t'as beaucoup de stress. Et donc, ça peut... Moi, je sais que ça m'est arrivé par le passé quand je suis dans des situations très stressantes où je peux être un petit peu sec, peut-être un petit peu malpoli, un petit peu agressif. Et vraiment, j'ai dû moi-même me rendre compte de ça et tempérer ça parce que mes amis sont pas forcément venus me le dire ou m'ont pas fait comprendre, je pense, comme ils me l'auraient fait s'il y avait pas cette imbalance de revenus ou de... Mais vous parlez de balance, c'est vrai, c'est intéressant. Quand vous avez la possibilité de vous payer des super vacances à 100 000 euros et que vous avez un ami d'enfance qui, lui, continue à travailler chez Darty, forcément, il ne peut pas suivre. Comment vous faites-vous pour gérer ça ? Est-ce que ça ne crée pas de la frustration ? Pour moi, pas du tout. Non, pas pour vous, j'imagine. Non. Moi, je suis... de base, je suis pas... En fait, c'est drôle. Je pense que je suis quelqu'un de généreux, mais pour moi, l'argent était tellement important que quand j'en avais peu, je ne partageais pas. Donc, depuis que je suis gamin, j'ai toujours économisé tout mon argent. Vraiment, je comptais les pièces, je savais exactement combien d'argent j'avais, je ne dépensais rien, j'avais une application avec toutes mes dépenses. Et donc, quand j'étais jeune, c'est pas moi qui allais offrir le resto, c'est pas moi qui allais payer la tournée, je faisais super attention à ça. Et à contrario, depuis que j'ai une plus grande aisance financière, là, moi, j'adore offrir. Quand je fais des vacances, mes amis ils gagnent aussi très bien leur vie, pour l'extrême majorité d'entre eux. Ils ont envie de payer, je ne les laisse pas. Ça me fait plaisir, ça me fait plus plaisir maintenant, aujourd'hui, dans plein de situations, d'offrir quelque chose à quelqu'un plutôt que de dépenser de l'argent pour moi-même. Et donc, moi, j'ai vraiment aucun problème à offrir dans des situations où peut-être quelqu'un ne pourrait pas le faire. Et après, c'est vrai, car je le vois chez mes potes qu'ils aimeraient peut-être plus pouvoir me rendre l'appareil, mais je sais que c'est qu'une question de temps. Pour ceux qui ne le peuvent pas encore, je sais que c'est qu'une question de temps.
Et pour moi, c'est pas vraiment important. Voilà, j'aime offrir, donc j'attends rien en retour au final. Mais concrètement, est-ce que vous avez gardé des amis d'enfance dans votre entourage aujourd'hui qui n'ont pas forcément le même niveau de vie? Oui. Après, ils ont tous de l'ambition, ils sont tous en train de travailler. Pour certains, ça décolle plus vite que d'autres. Bah oui, non, tout à fait. Alors c'est vrai que quand j'ai exploré un petit peu vos réseaux sociaux, votre chaîne YouTube, j'ai vu que vous mettez quand même pas mal en avant, vous mettez en scène votre vie vraiment en montrant des super voitures, des super villas, des super yachts, et j'en passe. Et forcément, ça suscite des réactions qui sont pas toujours positives, vous le savez. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous qualifient de vendeur de rêves? C'est toujours un truc qui m'énerve. Parce que je trouve ça tellement débile. Pour moi, je préfère mille fois être un vendeur, un créateur, quelqu'un qui inspire les gens à essayer d'accomplir leurs rêves, que d'être un mec qui est là pour démotiver et décourager les gens. Je préfère mille fois motiver deux personnes à essayer de lancer leur business, qu'il y en ait une qui réussisse et l'autre qui foire, plutôt que de motiver personne ou même démotiver des gens. Parce qu'on parle souvent de créer des rêves, vendre des rêves, mais on parle pas de détruire des rêves. Moi, quand j'étais un étudiant, j'ai failli pas me lancer. Quand j'étais un étudiant fauché, je pensais que je pouvais pas le faire. Je pensais que lancer des business en ligne, etc., c'était trop tard. Si c'était aussi facile, tout le monde le ferait. Cette phrase, je l'ai entendue tellement de fois. Et j'ai failli pas me lancer. Ma vie, qu'est-ce qu'elle serait aujourd'hui si je l'avais pas fait? S'il n'y avait pas des mecs comme Ty Lopez, s'il n'y avait pas des mecs comme Alex Baker, s'il n'y avait pas des mecs qui m'avaient motivé, qui m'avaient dit tu peux le faire, crois en toi, c'est possible, lance-toi, ça en vaut la peine. Sans ces personnes-là, j'aurais juste fini mes études, je serais ultra malheureux, j'étais ultra déprimé, je serais toujours en train de faire un taf, faire quelque chose, l'extrême majorité de ma journée que je déteste, parce qu'il n'y a personne qui m'a motivé et parce qu'il y a des gens qui m'ont découragé. Donc oui, moi je motive tout le monde. Il y en a qui vont pas réussir, c'est la vie, c'est le jeu. Mais il y en a qui vont réussir. Et je sais aujourd'hui, parce qu'on est venu me le dire, parce que je reçois des messages tous les jours, que j'ai changé la vie de plein de personnes. Qu'il y a des personnes qui, s'ils n'étaient pas tombés sur une de mes vidéos, s'ils n'avaient pas acheté une de mes formations, aujourd'hui, ils n'auraient pas de business. Aujourd'hui, ils ne seraient pas libres financièrement. Donc oui, il y a aussi des gens qui ont suivi mes conseils, qui ont regardé une de mes vidéos, qui ont été motivés, qui ont lancé un business et ça n'a pas fonctionné. C'est pas grave. Ils ont perdu quelques mois, ils ont peut-être perdu quelques centaines d'euros en essayant de lancer un business, mais ils ont eu des expériences. Ils ont tenté, au moins ils savent que c'est pas fait pour eux peut-être. Donc moi, j'adore avoir une influence où je motive les gens, je motive, je donne envie aux gens de suivre leur rêve. Pour moi, c'est quelque chose de magnifique. Et certes, il n'y a pas tout le monde qui va réussir et ça me pose aucun problème. C'est comme quand un joueur de foot dit aux jeunes « croyez en vos rêves, lancez-vous, essayez d'aller jouer au foot ». 99% des gens qui essaient de faire une carrière dans le football, ils vont pas réussir. Ils vont passer, comme moi j'ai passé 12 ans de ma vie à jouer au foot, tous les jours. Pendant plusieurs heures, j'ai passé des dizaines de milliers d'heures à jouer au foot. J'ai pas réussi. Toutes ces heures-là, je les ai perdues. Mais je m'en fous. J'ai travaillé, ça m'a appris la discipline, j'ai essayé. C'est bien mieux que de rester chez moi, jouer à la play et me dire de toute façon, j'y arriverai pas. J'entends bien tout ça, c'est intéressant, mais honnêtement, vous pensez pas que vous faites quand même un petit peu de mal aux personnes qui justement pourraient s'identifier à vous, mettre beaucoup d'efforts, d'énergie, ne pas forcément avoir les mêmes résultats que vous, au même niveau? Est-ce que vous pensez que les critiques ne sont pas justifiées quand on dit Yomi Denzel, tu es un vendeur de rêve? Mais c'est quoi la solution? C'est ne pas motiver les gens. Parce que oui, on est devant une problématique où, par définition, atteindre le succès, c'est quelque chose de difficile. Que ce soit dans le sport, financièrement, via le business. C'est quelque chose de difficile. Il n'y a pas tout le monde qui va y arriver. C'est un fait. Est-ce qu'on devrait dire à tout le monde de ne pas essayer? Vous êtes à l'aise avec ça? À fond. Parce que pour moi, c'est quelque chose de difficile. Ça en vaut la peine. Tout le monde est au courant. Je ne suis pas en train de dire, si tu te lances dans le business, c'est sûr que tu vas réussir. Tout le monde est au courant que c'est pas facile. Oui, gagner des dizaines de milliers d'euros, oui, pouvoir voyager autour du monde, avoir un business qu'on gère depuis son ordinateur, c'est pas quelque chose de facile. Mais c'est pour ça que ça en vaut la peine. Et tout le monde est au courant. Je vois pas où est le problème. Vraiment. Et oui, il y a des personnes qui vont essayer, ils vont pas réussir et ils seront malheureux. C'est la vie. C'est la vie. Pas tout le monde ne peut gagner. Mais jouer la compétition, ça en vaut la peine. C'est mieux d'essayer et de foirer que de rien faire. C'est un peu le syndrome des salles de sport. Il y a beaucoup d'abonnés et très peu de personnes qui vont s'entraîner. Et est-ce que la personne qui motive les gens à aller à la salle, c'est une mauvaise personne? Non.
Est-ce que la personne qui dit oui, il faut essayer d'avoir le meilleur corps possible, c'est une mauvaise personne? Je pense pas. C'est la même chose. Moi, il y a une question que je me pose et que j'aimerais vous poser du coup. Pourquoi les personnes qui sont vraiment riches, mais je veux dire vraiment très très riches, hein, je pense notamment à Warren Buffett, Elon Musk, Alice Walton, toutes ces personnes-là qui ont une grosse fortune, pourquoi ces personnes-là ne proposent jamais des formations pour devenir riches, alors que les personnes qui vous promettent justement de devenir riches, elles, vous vendent ce genre de formation? Alors, il y a plusieurs milliardaires qui font des formations. Comme qui? Vous allez sur masterclass.com, je ne sais plus. Il y a le créateur de Starbucks, par exemple, qui fait des formations. Parler du site, de la plateforme masterclass.com. Ah oui, je connais bien cette plateforme. Alors, on va être honnête, Yomi. Hein. Masterclass, c'est très bien, c'est un super concept, c'est un super projet. Hein. Masterclass, c'est Netflix. C'est-à-dire que on se forme pas en suivant des masterclass de ce genre de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui le disent aujourd'hui. Quand on suit ce genre de masterclass, c'est très bien produit, c'est très joli, certes. Hein. C'est vraiment comme si on regardait une série Netflix en réalité. Ah, je suis complètement d'accord. En termes de résultats, en termes d'apprentissage, c'est pas la même chose que quand on suit une vraie masterclass physique ou des formations un peu plus longues. C'est vrai que on reste quand même pas mal sur la surface. Mais ça change rien au fait que c'est juste un exemple. Hein, donc. Après, il y a aussi juste un rapport temps passé à argent gagné. C'est clair que quelqu'un qui est milliardaire, c'est pas forcément intéressant pour lui de vendre une formation à 1000 balles. Parce qu'il va peut-être gagner quelques millions supplémentaires, mais ça va pas vraiment changer sa vie. Alors que moi, par exemple, quand j'ai commencé à vendre des formations, ça a presque instantanément doublé mes revenus. Donc ça m'a créé un deuxième business qui générait autant, et voire même par la suite qui a généré plus que mon business de base. Donc c'est juste financier, il faut juste réfléchir. La plupart des gens, en tout cas les gens qui ont un certain succès financier, ils cherchent à faire de l'argent. Howard Schultz aujourd'hui, il fait une masterclass. Je pense pas que ça lui a rapporté des sommes ultra conséquentes, mais je pense que pour lui c'est plus efficace de passer du temps à optimiser Starbucks plutôt que d'aller vendre des formations et faire des vidéos sur YouTube. Mais on est d'accord sur ce sujet, Yumi. Ce que je voulais dire en fait, c'est que ces personnes-là, évidemment, les formations ne sont pas la base de leur fortune. Eux, ils passent leur temps, comme vous le dites très bien, à créer du business, à créer des entreprises, à entreprendre. Les formations, c'est pas la base même de leur richesse. Je pense que la question la plus importante là-dedans, c'est est-ce qu'il y a un problème à avoir comme activité principale le fait de vendre des formations? Est-ce que quelqu'un qui fait son argent en vendant des formations a vraiment la légitimité pour expliquer comment faire du business? Si toute sa fortune vient du fait d'apprendre aux gens à gagner de l'argent, est-ce que vraiment il a la légitimité pour parler de business? À cette question? Ça, pour moi, c'est une question qui est intéressante. Alors, je pense que la chose par laquelle il faut juger un formateur, c'est sa capacité à transmettre des informations de qualité. Si j'achète une formation aujourd'hui pour apprendre à cuisiner, quel est mon but? Apprendre à cuisiner. Si la formation, elle explique de manière claire comment apprendre à cuisiner, qu'il y a des bonnes informations et qu'elle m'aide, c'est une bonne formation. Qu'elle a été faite. Pas trop sur ce sujet-là parce que je pense que justement, il y a beaucoup de formations où on vend des informations. Et le fait de vendre de l'information, à un moment donné, ça a ses limites. Moi, j'ai rien contre le fait de vendre des formations, je le fais moi-même. Hein. J'ai une masterclass pour comment lancer un podcast. Donc, il n'y a pas de souci. Hein. Mais à partir du moment où il y a des vraies connaissances et des résultats, des choses très, très concrètes, je suis quelqu'un de très pragmatique. Ouais. Et le fait de vendre de l'information, c'est quelque chose qu'on voit quand même beaucoup ces derniers temps. Ah, mais je vous rejoins complètement. Et c'est pour ça que je dis, moi, le but, pour moi, juger de la qualité d'une formation, c'est juger est-ce que oui ou non, cette formation, elle m'a aidé, et elle m'a fait avancer, elle m'a fait obtenir les résultats, ou elle m'a avancé dans l'objectif que j'ai. Que la personne qui fait la formation, ce qu'elle fait dans sa vie, pour moi, je m'en fous. Imaginons, j'ai envie d'apprendre. Oui, c'est vrai, ça vous intéresse pas, vous, le background. Quelqu'un qui vous vend une formation pour faire du business et devenir riche, vous en foutez si cette personne-là fait des business et est vraiment riche? Alors, par proxy, oui. Donc, en général, une personne qui n'a jamais vraiment fait de la cuisine arrivera pas à faire une formation de qualité sur comment faire de la cuisine. On est d'accord. C'est pour ça que j'ai un énorme problème avec l'université. Ouais. C'est pour ça que j'ai un énorme problème avec l'université. Typiquement, surtout en business, où l'extrême majorité des professeurs, bon maintenant ça tend à changer, mais l'extrême majorité des professeurs, ils n'ont jamais vraiment fait de business. Et donc,
comment est-ce que je peux te poser une question Ça reste théorique. Exact. On est d'accord. Donc voilà, moi je pense que le plus important, c'est que la formation, elle soit qualitative, qu'elle permette de faire ce qu'elle dit qu'on peut faire, que les informations à l'intérieur soient de qualité, que ça aide la personne qui achète la formation. Ensuite, après, le fait qu'il y ait un track record, je pense que c'est aussi très important parce que ça va ajouter de la légitimité et de la profondeur et en général de la qualité aux informations qui sont partagées. Mais maintenant, pour moi, le fait de, par exemple, gagner plus d'argent en vendant des formations qu'avec ses autres business quand on a une formation business, pour moi, c'est pas forcément un problème. Imaginons, moi, il y a eu des années où j'ai gagné plus en vendant des formations qu'avec mes business e-commerce, par exemple, mais ça fait 5 ans que je fais des millions avec mes business e-commerce. Si j'apprends aux gens comment lancer leur business e-commerce, comment faire plusieurs dizaines de milliers, centaines de milliers d'euros avec, si moi je suis en train de le faire, que je sais exactement comment ça fonctionne et que je le partage dans ma formation, que après je gagne encore plus d'argent en vendant des formations, pour moi c'est pas un problème. J'ai l'expertise, je sais de quoi je parle. Vous pensez avoir le background et le recul nécessaire pour pouvoir je l'ai fait des dizaines et des dizaines de fois. J'ai fait des dizaines et des dizaines de fois ce que j'enseigne dans ma formation. Et je continue à le faire aujourd'hui. Vous, Yomi, quelle est votre principale source de revenus aujourd'hui ? J'ai plusieurs sources de revenus. Donc, je vais avoir mon business de formation, je vais avoir mes marques e-commerce, je vais avoir mon logiciel, j'ai mon agence, mes investissements, mes revenus passifs, etc. Et là-dedans, donc, la plus grande source de revenus aujourd'hui, c'est les formations. Ensuite, après, ça se partage avec tous les autres business. D'accord. Donc, vendre des formations, c'est un bon moyen de devenir riche. Le truc, c'est que pour moi, vendre une formation, si on n'a jamais... Enfin, en tout cas, vendre une formation sur comment gagner de l'argent, si on n'a jamais gagné de l'argent grâce à un autre business, ça va être compliqué. Donc, pour moi, c'est difficile quand c'est le premier business. Commencer par une formation. Donc, moi, j'aurais pas pu commencer... Mon premier business, ça n'aurait pas pu être comment créer une boutique e-commerce si je n'avais pas déjà eu du succès dans l'e-commerce. J'avais un peu de mal à vous suivre là, mais pour moi, ça semble totalement logique, évidemment. Donc, pour devenir riche comme premier business, c'est pas forcément la meilleure façon. Vu qu'il faut déjà c'est votre principale source de Oui, mais revenus. j'étais déjà riche. D'accord. J'étais déjà riche quand j'ai commencé à vendre des formations. Et donc, du coup, j'ai dû commencer par une autre expertise, j'ai dû commencer par des business, commencer à générer de l'argent avec ça. Et ensuite seulement, j'avais la notoriété, j'avais surtout la légitimité pour apprendre à le faire. J'avais le savoir pour apprendre à le faire. Donc, c'est pas forcément le meilleur business pour commencer, mais ça peut être un super moyen de multiplier ses sources de revenus et faire croître ses revenus encore plus haut. Ouais. En chiffre d'affaires, ça représente combien la vente de vos formations ? Je crois que vous en avez deux, c'est ça ? Et on est en train de développer... Il y a Ecom Pro et une autre ? Là, on est en train de développer d'autres formations sur l'immobilier, les investissements. On a plein de formations qui arrivent parce qu'en fait, là, on est en train de diversifier en fait toute notre panoplie. Votre catalogue. Exactement. En tout cas, jusqu'à présent, il y a vraiment une grosse formation que vous mettez en avant, la Ecom Pro. En termes de chiffre d'affaires, ça représente combien ? Je peux pas partager parce on veut potentiellement revendre. Donc, c'est des chiffres qu'on n'a pas envie de divulguer publiquement. Je suis très étonnée par cette réponse. Parce que vous avez l'air de parler. Oui, je parle ouvertement, mais là, pour le coup, le ça sujet. Non, moi, j'ai aucun problème à parler d'argent. Mais c'est juste que là, je me tire une balle dans le pied. Donc, vous voulez revendre, c'est ça ? Potentiellement, ou en tout cas revendre une partie. Ouais. Même si c'est votre principale source de revenus et que ça fonctionne plutôt bien ? Ouais, après, c'est... Pour quelle raison ? Qu'est-ce qui vous fait que quand on revend, on gagne encore beaucoup plus d'argent. Il y a énormément d'entrepreneurs, c'est même le but de presque tous les entrepreneurs, c'est de revendre au bout d'un moment. Là, vous êtes dans une optique de revendre du coup Je suis pas dans une optique de revente spécialement, mais potentiellement c'est quelque chose qui arrivera ou qui devrait arriver. Mais est-ce que c'est possible de revendre un business qui repose totalement sur votre personal branding ? Non. Comment ça se passe en fait ? Puisque c'est vous finalement, Yomi Denzel, qui êtes le produit. Aujourd'hui, je suis une partie très importante de l'entreprise, mais quand même, oui. Disons très importante. disons que la formation, par exemple, donc le produit de cette entreprise-là, pour moi, il a énormément de valeur. Donc on pourrait aussi le vendre même si c'était pas moi. Vous pensez ? Ah oui. Vous pensez vraiment que les gens achèteraient une formation s'il n'y avait pas Yomi derrière ? Oui. Cette formation-là en particulier ? Pas autant, bien sûr, pas autant, mais de par le track record qu'elle a, de par la qualité d'information qu'il y a à l'intérieur,
c'est quelque chose qui a énormément de valeur et qui peut être vendu même sans mon intervention. Moi, je me rappelle, j'ai reçu Stan Leloup, que vous connaissez bien de Marketing Mania, et à un moment donné, il avait lancé un truc. Je veux pas. C'est une sorte de formation avec du consulting, avec des experts pour pouvoir accompagner les gens. Et en fait, les gens se sont inscrits, ils étaient super contents, trop bien, je vais me faire accompagner par Stan Leloup. Sauf qu'en fait, au final, c'est pas Stan qui coachait les gens, c'était des membres de son équipe. Et là, ça fait un flop. Et d'ailleurs, il en a parlé ouvertement dans une newsletter où il expliquait. Il disait en fait, je me suis complètement vautré, je me suis trompé. Parce que ce que les gens en fait attendaient, c'était pas juste la formation Marketing Mania, c'était d'avoir Stan avec eux. C'est un peu ce qui peut se passer aussi avec vous. Moi déjà, nous on a déjà des propositions de rachat. Donc ça prouve bien que le business est valuable, même en étant lié à mon personal branding. Et ensuite, typiquement dans ma formation, moi, je fais 10% du contenu aujourd'hui. L'extrême majorité du contenu, c'est pas moi qui le fais. C'est qui ? C'est des experts dans chacune des thématiques. Aujourd'hui, moi, je suis pas le meilleur en France pour faire de la publicité Facebook. Je fais plus de publicité Facebook. C'est mes employés qui le font. Ça fait longtemps que j'ai délégué ça. J'ai plus le temps. Donc, j'ai pas envie, moi, d'aller expliquer la publicité Facebook dans ma formation. Ça ferait aucun sens. Oui, bien sûr. Et donc, j'ai pris un des meilleurs en France qui fait de la publicité Facebook tous les jours. Et c'est lui qui fait la partie publicité Facebook de la formation. Et on a fait ça pour tous les aspects. Oui, il y a des intervenants experts dans des domaines qui interviennent dans la formation. Je comprends bien. Même chose pour le coaching. C'est vous qu'on voit sur YouTube. C'est vous qu'on voit sur Oui, Instagram. donc moi, je suis la façade. Mais après, le contenu, c'est pas... Enfin, moi, j'en fais une partie, mais c'est pas que moi. Même chose pour le coaching. On répond à toutes les questions des membres, etc. Mais c'est pas moi qui le fais. Donc oui, donc moi, je suis responsable de l'exposition. Mais ça aussi, on est en train de... On a plein de plans. Il y a plein de choses qui arrivent. Vous avez conscience de ça, en tout cas. Il y a plein de choses qui arrivent. Ah oui, je connais bien mon business. Et c'est clair que le personal branding a un impact très important. Aujourd'hui, vous avez besoin de combien pour entretenir votre niveau de vie, votre rythme de vie ? Combien je dépense par an, c'est ça la question ? Par mois, par an. Vous avez combien de... vous avez besoin de combien pour pouvoir entretenir ça veut dire quoi avoir besoin ? Vous avez un certain lifestyle, c'est ce qu'on peut voir aussi sur les réseaux. Vous avez besoin de combien pour entretenir ce niveau de vie ? Moi, pour faire un mois normal dans ma vie, quand je travaille, qu'il n'y a pas de dépenses extraordinaires, je pense que je vis avec 25 000 euros par mois. Après, si on regarde sur l'année, je dépense, je pense, 1 million par an. 25 000 euros par mois, c'est ça ? 25 000 euros par mois, c'est un mois normal. Et après, quand je pars en vacances, ça augmente. Là, on explose le budget. des fois, j'ai des achats. Ouais, je pense que je dépense 1 million par an en moyenne. Ce sont des chiffres que vous aviez en tête, parce que vous, je sais que vous aimez bien travailler avec des objectifs, avec des plans, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez écrit, que vous aviez en tête ? Vous vous êtes dit, ok, mon but, c'est d'avoir 25 000 euros par mois ? Oui, ça c'est un calcul que j'ai fait il y a très longtemps. En fait, j'ai fait ce calcul, je crois, quand je suis devenu millionnaire. Parce que jusqu'à là, mon objectif, c'était de devenir millionnaire. On entend tout le temps millionnaire. Et je suis devenu millionnaire et je me suis dit, en fait, 1 million, c'est beaucoup d'argent, mais c'est pas tant d'argent que ça en même temps. Parce qu'1 million, en gros, si on le place, moi je réfléchis tout le temps comme ça, je me dis, qu'est-ce que ça fait, cette somme d'argent, si je le place ? Et j'obtiens 5% de rendement. 5%, c'est quelque chose qui est très, très atteignable. Donc en plaçant l'argent à la bourse ou dans l'immobilier. Donc 1 million placé à 5%, ça fait 50 000 euros par an. Divisé par 12, ça nous fait 4 000 euros par mois. Un petit peu plus. 4 000 euros par mois, on vit bien, mais on n'est pas super riche. On ne peut pas être en voiture de luxe, on ne peut pas aller dans les meilleurs hôtels, on ne peut pas voyager où on veut. On vit bien, on manque de rien. Donc du coup, quand je suis devenu millionnaire, je me suis dit, ok, à partir de maintenant, je sais que si je place mon argent, au final, je peux ne plus jamais travailler, mais j'aurai pas un mode de vie incroyable. Et donc, j'ai toujours réfléchi combien est-ce que j'ai besoin pour pouvoir le placer et pour pouvoir avoir un mode de vie, vraiment pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire. Et donc, je suis tombé sur le chiffre de 10 millions. Et 10 millions à 5%, placé, ça fait 500 000. Et 500 000, du coup, ça fait 40 000 par mois. Et là, on est large. C'est comme ça que vous avez découpé, en tout cas, votre plan financier. Qu'est-ce qui vous coûte le plus cher par mois, en termes de dépenses ? J'ai un petit peu honte. Ah ouais ? Quelque chose d'inavouable ? Je pense que c'est les sorties. Je pense que c'est les restaurants, les boîtes de nuit. Ah, ouais.
Bah ouais. Vous aimez bien sortir, vous faire plaisir? Oui, en fait, je suis quelqu'un, j'aime bien aller dans les extrêmes. Donc, j'aime bien travailler et être full focus et parler à personne et être dans ma chambre avec mes écouteurs et et avancer. Et après, une fois par semaine, j'aime tout lâcher. J'aime me faire plaisir, parler à plein de gens, être ultra social, mais juste pendant une soirée. Et donc, work hard, play hard, exact. En fait, avec vous. Exactement. Et c'est combien chaque mois en termes de fiesta? Ah, c'est des questions. Non, moi franchement, j'aime. Enfin, je trouve que c'est important de. J'essaye d'être super ouvert par rapport à ça. C'est un truc qui m'a toujours énervé. Ce problème qu'on a en France, d'être. Dès qu'on parle d'argent, on a l'impression que c'est le tabou ultime. Ouais. Je parlais juste avant de venir avec mon pote où sur TikTok, ils faisaient des comparaisons. Ils allaient aux US et ils demandaient le salaire des gens. Et les gens, ils répondent normal. Genre, tu fais quoi comme travail? Je suis ingénieur, tu gagnes combien? 60 000 balles par an. En France, tu fais quoi comme travail? Oui, je suis médecin. Tu gagnes combien? Personne n'ose répondre. C'est un énorme tabou. Et pour moi, je comprends pas. Je comprends pas. Pour moi, c'est un truc, ça devrait pouvoir se partager comme ça. Je comprends. Enfin, les gens qui n'ont pas envie de le faire, aucun problème. Mais je vois pas où est le problème à le faire. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours énervé. Et donc, du coup, je me force, moi, à vraiment être très ouvert par rapport à ça. Et c'est pour ça que quand je reçois des invités dans ce podcast, c'est vrai que c'est des interviews, des entretiens qui sont un peu challengeants, un peu exigeants. Et je pose des questions par rapport à l'argent. Non, c'est bien. Et le rapport à l'argent, selon les personnes, change évidemment. Parfois, on voit, il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés à en parler, d'autres un peu moins. Comme vous êtes un peu plus décomplexé par rapport à ça. Mais c'est intéressant. Et je pense qu'à travers ce type de podcast et autres médias, on apporte quelque chose de nouveau et on apprend aussi aux gens à se décomplexer par rapport à ce sujet ultra méga tabou en France. Non, c'est super. Et du coup, pour répondre à la question... Bah oui, combien vous dépensez dans la fiesta? Alors, ça va très vite. Les restaurants, les boîtes de nuit, c'est un monde, quand je l'ai découvert, qui m'a choqué, moi. Et ça va très très vite parce qu'en fait dans les plus grandes villes il y a très peu de boîtes de nuit, les meilleures boîtes de nuit elles sont très peu nombreuses. Tout le monde a envie d'aller au même endroit, tout le monde a envie d'aller à la meilleure soirée, au même endroit, à la meilleure table et du coup les prix flambent, c'est l'offre et la demande. Donc vraiment il y a tout le monde qui va aller au même endroit et voilà, ça peut m'arriver de dépenser 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000 euros en une 10 000 euros sur les 25 000 par mois? Non, alors 25 000 par mois, c'est vraiment mon standard normal. Oui. Et ensuite, comme je l'ai dit, il y a des mois où je dépense 5 fois plus, 10 fois plus. Ça m'est déjà arrivé. Là, on sort un peu de la période estivale. Du coup, ça monte à combien le mois d'août? Mois d'août, il a dû atteindre les 300 000, je pense. 300 000 Ouais. D'accord. Mais, vous allez bien faire la fiesta. C'est parce que j'ai mon anniversaire le 1er août. D'accord. Et voilà, je travaille toute l'année. Et en août, on a un concept avec mes potes. On dit on a envie de vivre la vie de milliardaire pendant 2 semaines. Et donc, on fait tout ce qu'on a envie de faire. On regarde pas le prix. Pendant 2 semaines. Tous les rêves d'enfants qu'on avait, on se met aucune limite. Et on kiffe à 2000% pendant 2-3 semaines. Et ensuite, après, on retourne au taf. Alors moi, Yomi, j'ai toujours prôné la culture de l'apprentissage permanent. C'est un truc super important pour moi. C'est une valeur aussi très importante pour moi. Justement, j'aimerais bien savoir si vous continuez à vous former et comment vous vous formez. Oui, alors moi, j'ai vraiment eu ce déclic quand je devais avoir 16 ans, où j'ai découvert le monde du développement personnel. Et j'ai découvert que, en fait, tout s'apprend. Je pense qu'on a énormément de barrières mentales dans notre société où on pense qu'il y a certaines choses qui ne s'apprennent pas. Tout s'apprend. Et je suis convaincu que tout s'apprend. Pour moi, tout est une langue. T'es nul en business, t'apprends à faire du business. T'es nul en anglais, t'apprends à parler anglais. C'est la même chose dans tous les aspects de ma vie. Et donc, à chaque fois que j'ai quelque chose où j'ai envie d'être meilleur, je vais sur YouTube, je commande des livres sur mon Kindle, je vais écouter des podcasts. Même souvent, des fois, je contacte des gens et je les paye directement pour avoir directement les avis des experts. Et donc c'est quelque chose de super important pour moi et je suis continuellement en train d'apprendre. La question c'était qu'est-ce que j'apprends ou comment j'apprends? Comment vous continuez d'apprendre justement? Je lis. Donc je lis. Pour moi les livres c'est vraiment une des manières d'apprendre dingue. Est-ce que vous achetez des formations à titre personnel? Oui, alors pour moi en fait donc j'apprends principalement, je dirais il y a 3 trucs. Il y a les livres, il y a les formations et après il y a le contenu type YouTube, podcast, etc.
Les livres, pour moi, c'est plus des... Je vais apprendre des choses plus type mindset, manière de penser, ou bien principes business généraux, ou bien aller dans un sujet spécifique en profondeur, apprendre la théorie, etc. Quand j'essaie d'apprendre quelque chose de concret, de pratique, j'aime bien les formations, parce ça peut être beaucoup plus concret. Je prends toujours l'exemple du coup du e-commerce, c'est le plus adapté. Un livre sur comment lancer un business e-commerce, ça ne fait aucun sens. Parce que apprendre à créer un site web en suivant un livre, apprendre à faire de la publicité en suivant un livre, apprendre à faire... On est d'accord, il n'y a rien de mieux que le concret de toute façon. Et en plus, le livre, le gros problème du livre, c'est que pour moi, c'est valable uniquement pour des sujets qui ne sont pas intemporels, mais qui bougent moins. C'est pour ça que vous parliez de mindset. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est quelle est la dernière formation que vous avez suivie à titre personnel ? Alors, la dernière formation que j'ai suivie, c'est une bonne question. Que vous avez commandée, que vous avez achetée et suivie à titre personnel. Je regardais une formation, j'ai acheté une formation sur comment déléguer. Comment déléguer, notamment avec une executive assistant, gérer son emploi du temps en tant que CEO. C'est une boîte qui s'appelle, j'ai oublié le nom, Maven, je crois, qui font des cours en cohorte. Du coup, c'est des mecs un peu de l'univers startup aux US qui font des cours. Voilà, comment ça s'appelle du coup la formation ? Je sais plus le nom. Enfin, c'est une personne qui le fait. Et le nom de la plateforme, je crois que c'est Maven, un truc comme ça. Maven. Ouais. Ok. Et sinon, j'ai aussi regardé pas mal de formations sur. Justement avec les personnes qui veulent apprendre à déléguer. Ouais. Super important. Ouais. Après, c'est en anglais. Et sinon, Mind Valley, il y a plein de formations sur Mind Valley que je trouve ouf. Ok. Notamment sur la méditation, aussi de nouveau sur comment déléguer, gérer son business. C'est les dernières auxquelles je pense. D'accord. On a vu que vous aimez beaucoup vous faire plaisir, très bien. Vous gagnez beaucoup d'argent. Mais est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles vous ne dépensez plus du tout ? J'ai complètement arrêté de dépenser dans les habits de marque. Ok. Je n'ai pas complètement arrêté. Je le fais seulement pour mes amis. Donc mes amis ou mes proches, là pour eux, sans problème, mais moi je m'achète plus d'habits de marque. Donc on vous voit pas avec un pull Gucci sur Instagram ? J'ai toujours ceux d'avant. Il y en a quelques-uns que j'ai revendus. Enfin, j'ai donné, la personne les a revendus. Avec mon accord. Mais non, moi, pour le coup, non, j'achète plus. Franchement, j'ai rien contre. Non, mais ça m'intéressait de savoir comment vous gérez justement votre argent. Et puis à partir du moment où on gagne beaucoup d'argent, j'imagine qu'on se dit, ok, on se rend compte qu'il y a des domaines dans lesquels on dépense beaucoup et qui ne nécessitent pas forcément en fait tout ce... Oui, ça c'était vraiment un des domaines où j'ai arrêté. Après en général, quand on gagne plus d'argent, les dépenses augmentent plutôt que diminuer ou s'arrêter dans certains domaines. Mais oui, donc il y a vraiment ces habits de marque. Là maintenant, je m'habille tout le temps chez Zara. Il y a un domaine dans lequel quand même vous continuez à dépenser, qui est votre personal branding. On en a parlé. Ça coûte combien un article sur Forbes ? Un article sur Forbes, je connais pas les prix actuels. Moi, j'avais été approché. C'est drôle, ça c'est un truc qu'on m'a reproché. J'avais été approché il y a très longtemps. C'était en 2018, je pense. C'était vraiment à mes tout débuts dans le business. Et j'ai été approché par un mec qui me dit je travaille avec Forbes, etc. Et je suis dans ta formation et j'ai envie de te partager un truc. On peut exceptionnellement t'inviter sur le plateau, mais il faut que tu payes des frais de tournage. Il faut que tu participes aux frais de tournage. Et donc moi à l'époque j'étais là, c'est un truc de fou. Pour moi, c'est vraiment à l'époque. Hein, moi genre passer sur Forbes, c'est waouh. Et donc on me dit les frais de tournage c'est quelques milliers d'euros je crois. Et du coup j'accepte et je passe. Et trop content, je passe sur Forbes, etc. Et après en fait on m'a reproché, on m'a dit que j'avais acheté un faux interview Forbes, etc. Alors qu'en fait, après le problème qu'il y a eu avec ça, c'est que de base il y avait très peu de personnes, j'avais entendu personne qui était passé sur Forbes, en tout cas dans ma sphère. Et par la suite, en fait, ils ont démarché vraiment tous les entrepreneurs du web. Donc il y a tout le monde qui a eu son passage sur Forbes. Non mais en fait comment ça fonctionne ? C'est simple, parce que moi je suis dans la communication depuis plus de 10 ans. Donc, comment ça fonctionne ? Forbes, comme tous les médias, et surtout les grands médias, ont une régie publicitaire.
Vous êtes passé par la régie publicitaire de Forbes, si vous ont demandé de payer. Et en fait, c'est ça qui se passe, c'est que vous passez par la régie publicitaire, bon, qui dit publicitaire dit forcément article sponsorisé, vous payez, et là, vous avez votre interview chez Forbes. C'est ce qui s'est passé. Bah oui, mais le truc, c'est que c'est eux qui sont venus me contacter. Oui, ils m'ont vraiment et ils m'ont proposé ça comme frais de tournage. Donc moi, je l'ai vraiment vu comme ah ouais, j'ai été sélectionné, j'ai l'opportunité. Il faut juste que voilà, je paye un petit peu. Quoi. Et vous avez payé combien du coup? C'était quelques milliers d'euros. Je me souviens plus du prix exact. Et le problème après, c'est que en fait, il y a tout le monde qui est passé dessus. Et en fait, ils sélectionnaient personne. Il faut juste payer et tu passes. Est-ce que vous pensez que justement cet article chez Forbes, c'était un article rentable? Ça vous a apporté quelque chose par la suite? C'est difficile à mesurer. Après, je pense qu'à l'époque, c'était une autre époque. Hein. À l'époque, les gens étaient très très méfiants par rapport au business en ligne, etc. Ils ne savaient pas si ça marche. Et donc le fait de passer dans un média traditionnel, ça apporte une certaine légitimité. Aujourd'hui, plus tant. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, j'en ai plus besoin, vu que j'ai ma notoriété sur les réseaux, etc. J'ai pas besoin de m'affirmer à travers ça, mais je pense qu'à l'époque, oui, ça a peut-être. C'est quelque chose que vous referiez Non, surtout quand j'ai vu après que c'était assez facile au final d'obtenir ce genre d'interview, et qu'il n'y avait pas de sélection, il fallait juste au final payer. J'ai même hésité à l'enlever à un moment. Après, je me suis dit, bon, on le laisse. Mais non, alors vraiment pas. Ça fait une expérience en plus. Ouais. Alors Yomil, j'ai préparé quelques photos de personnes que vous connaissez et donc on va passer les images et vous allez me dire quelques mots sur la personne qui va s'afficher. Ok ? Ça marche. Alors, première photo. C'est moi ça. C'est vous, en effet. Ouais. Étonnant de vous voir dans cet uniforme. Quel souvenir vous gardez justement de votre passage dans l'armée suisse ? Pire période de ma vie. Pire ? Mais celle dans laquelle j'ai les souvenirs les plus intenses. Ah. C'est horrible. C'est la chose de loin, la chose la plus dure que j'ai faite dans ma vie. C'est vrai ? Ah ouais. Mais vous avez appris quoi ? J'imagine qu'on apprend des choses quand même. On apprend qu'on peut supporter énormément de souffrance. Ah ouais, ce point-là ? Ah ouais, non, mais j'ai fait l'effort spécial et donc en Suisse, l'armée, c'est obligatoire. Donc il y a l'armée des professionnels, donc il y a les vrais forces spéciales. C'est des mecs, ils s'entraînent toute leur vie, ils font ça toute leur vie. Et ensuite, après, il y a l'armée de milice où on doit y aller en tant qu'homme. En Suisse, on est obligé d'y aller pendant 6 à 10 mois. Ouais. Et là, il y a une section force spéciale. Et donc dans cette section-là, ils essaient de sélectionner les meilleurs soldats. Il y a une énorme sélection qui se fait. Je pense qu'il y a que 10% des gens qui commencent, qui finissent. Et donc, ils te testent, ils essaient de voir à quel point tu es fort mentalement. Donc, ils te font souffrir énormément physiquement, ils te font courir, ils te font faire des trucs qui font mal, ils te font. Voilà. Et ils te font aussi souffrir énormément mentalement en te mettant plein de pression et en te faisant très peu dormir, en te demandant de faire des choses très difficiles. C'est quoi le plus difficile, le mental ou le physique ? Le mental. Le mental. Parce que le physique, en fait, je me souviens, j'ai eu une réalisation à un moment où la douleur, elle reste. La douleur, qu'on la subisse pendant 1 heure ou 10 heures, moi je me souviens très bien, tu mets ton sac, tu l'as pendant 2 minutes et tu as des élancements dans le dos, ça fait super mal. Et tu te dis, je vais devoir tenir ce sac pendant 10 heures, tu te dis, c'est pas possible. Cette douleur-là, en fait, on pourrait penser qu'elle part, mais elle reste. C'est pas vrai. La douleur, elle reste du début jusqu'à la fin. Mais le truc qui change, c'est que ton cerveau apprend à l'accepter. Au début, quand tu as ton sac qui est sur ton épaule, tu es constamment en train d'essayer de le remettre parce que ça te fait mal, tu te dis, il faut que je fasse quelque chose. Et au bout de 2-3 heures, ton cerveau est là, ok. Et donc tu marches et la douleur, elle est là, mais tu n'as plus cette espèce de réaction où tu essaies de l'enlever en permanence. Donc il y a un essai de seuil où tu rentres dans une espèce d'état de transe et la douleur, ton cerveau, elle est toujours là, mais c'est bon. Tu l'acceptes. Du coup, alors c'est que une expérience mentalement, qui vous sert aujourd'hui dans votre quotidien, j'imagine en tout cas. Énormément. Alors que mentalement, il y a des trucs. Chaque minute est difficile. Donc je pense que le plus dur c'est mentalement et du coup ça permet. On fonctionne beaucoup par contraste. Le cerveau humain fonctionne beaucoup par contraste. Donc le fait d'avoir eu ce niveau de souffrance et d'avoir réussi à encaisser ce niveau de souffrance, aujourd'hui, ça me permet de relativiser. Ouais. Quand il y a quelque chose de difficile dans ma vie, je me dis, par rapport à l'armée, c'est peanuts. On continue, next, prochaine image. Une personne qui compte beaucoup pour vous, tout à fait votre maman. Ouais. Je voulais savoir, est-ce qu'elle vous a toujours soutenu dans ce que vous faites ? Ouais, à fond, tout le temps.
Alors, ma mère, elle a toujours eu un peu un discours où depuis que je suis gamin, l'argent, c'est super important pour moi, comme je l'ai dit avant. Et ce qui est encore plus important, enfin, ce que je kiffe le plus, c'est vraiment le business. Moi, j'adore le business, je suis passionné de business. C'est deux choses différentes pour moi. Oui. Parce qu'on peut faire de l'argent sans faire du business, et on peut faire du business sans faire d'argent. Et moi, même faire du business sans faire d'argent, ça me fait kiffer. Et du coup, elle a jamais vraiment compris ça. Donc, elle m'a toujours dit, non, mais cherche pas l'argent. Trouve-toi une passion, tu vas pas être heureux si tu cherches l'argent, etc. Donc, elle a essayé de me décourager, peut-être un petit peu, pas me décourager, mais d'essayer de me faire relativiser. Est-ce que vraiment tu vas aller dans cette voie? Est-ce que vraiment faire des études à HEC, c'est vraiment la voie que tu as envie de prendre? Est-ce que vraiment lancer des business, c'est vraiment ça que tu as envie de faire? Donc, elle m'a posé des questions par rapport à ça, elle m'a challengé par rapport à ça. Mais jamais elle m'a toujours... Enfin, elle voyait que... Je pense que c'est important pour elle que j'avance, que je fasse quelque chose. Je pense que si elle me voyait en train de juste jouer aux jeux vidéo dans ma chambre, là, peut-être qu'elle me dirait quelque chose. En vrai, c'est ce que recherchent tous les parents, en fait. Que le gamin fasse quelque chose et qu'il soit heureux dans sa vie épanoui. Quelle est la valeur la plus importante qu'elle vous a transmise? La bienveillance, la gentillesse. Et est-ce qu'elle est toujours salariée, votre maman? Oui. Oui? Ah, d'accord. Pourtant, vous pourriez largement Je pense pas qu'elle aimerait. Elle fait quelque chose qu'elle adore. Donc, elle travaille dans une salle d'escalade. Elle est passionnée d'escalade, ma mère. Elle me forçait à faire d'escalade quand j'étais jeune. Donc, elle fait quelque chose qu'elle aime. Je pense qu'elle s'ennuierait si elle faisait rien. Et après, je vais pas mentir, elle habite en Suisse. La Suisse, ça coûte cher. Ah, oui. Et prendre la décision, j'y ai pensé, j'y pense, mais prendre la décision de retraiter mes deux parents en Suisse, c'est quand même une grosse décision financière. Donc, ils m'ont jamais demandé d'argent. Moi, je leur fais plaisir. Mais est-ce que vous les aidez, vous, financièrement? Je leur fais des cadeaux, je leur fais kiffer. S'ils ont besoin de quelque chose, je suis là. Mais aujourd'hui, ils sont pas dépendants de moi. Ils ont leur travail, ils aiment ce qu'ils font. Et je pense que c'est ce qu'ils veulent aussi. Prochaine photo. Alors, est-ce que vous pouvez me dire qui c'est? Il a vieilli entre-temps, c'est Alex Baker. Alex Baker, tout à fait. Ouais. Alors moi, je connaissais pas vraiment Alex Baker, j'ai fait quelques recherches et je me suis rendu compte que c'est un peu un mentor pour vous. C'est une personne qui vous a inspiré parce qu'il y a quand même beaucoup de similitudes, même dans le storytelling. Alors, Alex Baker, c'est le mec à qui j'ai acheté ma première formation e-commerce. Donc, c'est lui qui m'a fait découvrir le monde du e-commerce. Okay. Et je lui suis extrêmement reconnaissant envers lui pour ça. Mais sa formation, elle était vraiment pas incroyable. C'est vrai? Ouais. Elle était à combien, cette formation? $1000. $1000, et vraiment, j'ai presque rien utilisé de ce qu'il y avait à l'intérieur. Il y avait très peu de personnes qui avaient des résultats en suivant ces méthodes. Donc, déception alors? Déception au niveau de cette formation, mais après, rien que le fait de me faire découvrir. Sans lui, je serais pas là. Donc, qu'est-ce que vous avez trouvé de pas terrible dans la formation d'Alex Baker? C'est le fait qu'il vend de l'information? Non, ça pour moi, c'est pas forcément un problème. C'est juste que les méthodes n'étaient pas forcément très bonnes. Ça fonctionnait pas. C'était pas super bien expliqué. C'était un peu bâclé. Mais c'était il y a longtemps. Et par la suite, j'ai acheté d'autres formations. Il y en a certaines qui étaient bien, d'autres qui étaient moins bien. Toujours d'Alex Baker? Ouais. Moi, j'ai acheté des dizaines de formations. Et je suis même allé à un de ses masterminds. Je l'ai rencontré. Je lui ai écrit de temps en temps. Il est super bon dans le business. Super bon dans le business. Et après, aux US, il y a un niveau... la qualité des formations, des fois, est moins bonne. Ils se prennent moins la tête. Des fois, c'est un peu bâclé. Vous trouvez? Ouais. Moi, je trouve que c'est justement en France qu'on trouve le plus de médiocrité. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que les consommateurs français sont beaucoup plus exigeants. Donc, aux US, typiquement, Alex Baker, sa formation n'était pas incroyable. Personne ne se plaignait. Alors que moi, j'ai vu en France des formations qui étaient de meilleure qualité et même beaucoup moins chères et des gens qui râlent à n'en plus finir. Ah, qui râlent, bah oui, bien sûr. Donc je pense qu'il y a une exigence au niveau de la qualité du produit et surtout des formations en France qui est beaucoup plus élevée. C'est vrai? Ok, on avance dans le diapo. Yes. Alors, prochaine image. Oussama Hamar. Yes. Alors, la première question qu'on a envie de poser, c'est comment il va Oussama Hamar? Parce que vous le connaissez bien. Oui, il va bien. On s'est appelé il y a quelques semaines. Il va bien. Il va bien. Il va bien. Il est à Dubaï. Il est à Dubaï, ouais. C'est ça. Vous savez qu'Oussama Hamar, il est très controversé depuis qu'il a quitté The Family et avec les accusations dont il fait l'objet. Est-ce que vous n'avez pas peur d'associer votre image à
à Oussama Ammar justement aujourd'hui? Moi, franchement, moi je juge les personnes par l'impression que j'ai d'eux quand je les rencontre. Des fois peut-être à tort, mais Oussama, depuis que je le connais, c'est une personne qui a été incroyable envers moi, que j'apprécie énormément. Et donc j'ai aucun problème à être avec lui. Moi j'ai mon... Il y a aussi pas mal de personnes qui m'aiment pas, il y a plein de personnes qui m'aiment. Vous le considérez comme un ami aujourd'hui? Oui, à fond. D'ailleurs, j'ai vu que vous avez lancé un podcast qui s'appelle Sans Permission. Yes. Vous l'avez lancé il n'y a pas très longtemps, mais ce podcast devient quoi? Parce qu'en fait, il y a 2 épisodes et c'est tout. C'est quoi la suite de Sans Permission? Non, on va normalement le reprendre quand je retourne à Dubaï. On n'a pas envie de faire des podcasts en Zoom, etc. On a envie d'être au même endroit. Et justement, il y a eu plusieurs concours de circonstances où il n'était pas disponible, j'étais pas disponible. Ensuite, il y a eu l'été, on n'était pas au même endroit, etc. C'est juste de la logistique. Donc, vous allez continuer le podcast? Yes. Ok. Allez, dernière diapo. Vous reconnaissez ce petit garçon? Vous avez caché mon frère. Bah, c'est normal. Vous avez quel âge sur cette photo? Waouh. Mais je suis super jeune. Je dois avoir, je sais pas, 5 ans. 5 ans? Je sais pas, je suis pas bon pour les âges des enfants. Vous aviez quoi à l'époque dans la tête, la petite tête de Yumi Denzel à 5 ans? Comme je l'ai dit avant, super ambitieux, envie de faire de grandes choses. Là, je suis dans ma petite cuisine là-haut de mon HLM. Non, j'avais la rage. J'ai envie de devenir footballeur pro, envie de lancer des business, envie de tout défoncer. Et ouais, toujours eu beaucoup d'énergie. Très, très compétitif quand j'étais jeune. Si vous aviez la possibilité de faire un bond dans le temps, quel conseil vous donneriez au jeune Yumi Denzel de 5-6 ans? Prends-toi moins la tête. Prends-toi moins la tête, ouais. Ah ouais? À fond, ouais. Vous prenez beaucoup trop la tête? Beaucoup trop. Pourquoi? Je sais pas, je pense que c'est dans ma personnalité, je suis assez anxieux, je suis assez... toujours à penser à 80 trucs. J'ai toujours eu une espèce de peur énorme de pas réussir, de pas accomplir ce que je voulais dans la vie. Je me suis toujours mis énormément de pression. Et en fait, il y a une grande partie de mon enfance, et même aujourd'hui, je dois toujours me forcer à le faire. Je profite de rien, parce que je suis toujours en train de réfléchir à comment je peux faire plus, à qu'est-ce que je dois faire pour pas manquer quelque chose. Et donc ouais, je trouve que maintenant que je sais que j'ai accompli 10 fois plus que tout ce que je rêvais à ce moment-là, j'aurais peut-être aimé un peu plus profiter du chemin et pas me rendre triste, pas me rendre malheureux, alors qu'au final tout a fonctionné. Ouais, profiter du parcours et pas forcément se focaliser uniquement sur l'objectif. C'est vrai. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir réussi? Ah oui. Oui, beaucoup plus que... J'ai toujours été très ambitieux, donc moi je savais, ce gamin-là, il savait qu'il allait devenir riche, il savait qu'il allait réussir. Il savait pas comment, mais il savait qu'il allait réussir. Pour moi, c'était c'était impossible que ça se passe autrement. Et je le voyais, j'ai vu assez tôt que je prenais tout beaucoup plus au sérieux que tout le monde. J'ai toujours pris ma vie beaucoup plus au sérieux que tous mes potes, toutes les personnes qui étaient autour de moi. Et donc je me suis dit, si avec ce niveau de discipline, ce niveau de sacrifice, ce niveau d'obsession, j'arrive pas à atteindre en tout cas quelques-uns de mes objectifs, c'est que vraiment j'aurais été très malheureux. Donc je savais quelque part au fond, j'avais cette foi que j'allais réussir. Mais je pensais pas que je réussirais aussi vite. J'ai retrouvé l'autre jour un document sur mon ordi où justement je remplissais, je faisais un peu mes objectifs, etc. Et il y en avait un, c'était être millionnaire avant 30 ans. C'est vrai? Ouais. C'était quel est ton objectif numéro 1? Et j'ai répondu être millionnaire avant 30 ans. Du coup, je suis devenu millionnaire à 22 ans. Et, objectif largement atteint. Aujourd'hui, j'ai dépassé de loin tout ça. Il y a un autre objectif que vous avez écrit dans ce carnet et qui n'est pas encore atteint? Waouh, justement, j'avais fait la liste et vraiment ils sont tous atteints et surpassés, ou alors c'est des trucs vraiment que j'ai plus du tout envie. Tous atteints et surpassés, mais quand on a 25 ans, après c'est boring la vie. Ah non, mais moi j'ai plein de nouveaux objectifs, c'est ça le problème avec mon cerveau et le cerveau de la plupart des gens qui sont ultra ambitieux, c'est qu'une fois qu'on a atteint un objectif, on en a un deuxième qui est là. Même avant même de l'atteindre, on en a un deuxième. Moi le jour où je suis devenu millionnaire, j'en avais rien à foutre. Parce que j'en voulais déjà 10 à ce moment-là. Donc c'est la plus belle, la plus belle.
la plus horrible et la plus belle et la plus forte illusion du cerveau humain, c'est de croire que quand on aura quelque chose, on sera heureux. Et au final, dès qu'on l'a, on n'en a rien à faire. Quelle est votre définition de la réussite ? Wow. Pour moi, dans réussite, dans succès, il y a forcément réussir à faire ce que la plupart des gens n'arrivent pas à faire. Donc pour moi, il y a cet aspect un petit peu compétitif où il faut réussir à faire mieux. Pour moi, quelque chose a de la valeur, et dans la société, c'est souvent comme ça, quelque chose a de la valeur uniquement que si c'est difficile à obtenir. Et donc, il y a cet effet, il y a cette notion de se surpasser, de se dépasser, de faire quelque chose qui est difficile. Donc, il y a vraiment ça qui est important. Et ensuite, je sais pas, on pourrait le voir de différentes manières. Je pense que au final, le succès, c'est d'être heureux. Hein. Après, être heureux, ça veut dire quoi ? C'est une grande question. Mais c'est un truc que je me dis des fois, quand je me prends la tête, je me dis chaque jour où tu es heureux, chaque jour où tu profites, t'as gagné. Qui c'est qui a gagné ? Est-ce que c'est le mec qui a les plus belles voitures, la plus grosse fortune et le plus grand nombre de followers sur les réseaux sociaux, mais qui est malheureux tous les jours, ou le mec qui est content dans sa ferme ? On sait pas. Et moi, je sais que je peux pas être heureux dans une ferme, donc je suis obligé de travailler tous les jours. Dans une ferme, non, c'est pas possible. Non. J'ai essayé de le faire. Je suis allé en Australie quand j'avais 18 ans. Je me suis dit, je vais aller un peu en mode dans la nature, profiter du moment présent, me balader. Et quand vous êtes revenu en courant ? Je suis resté 1 mois, c'était la pire période de ma vie. Ouais. J'avais aucun objectif, je savais pas ce que je faisais. Je m'étais vraiment fait aucun programme. J'avais rien vers lequel je devais travailler. Donc j'ai toujours eu dans ma vie un objectif, c'était genre les études, le business, l'armée, devenir fort en sport, etc. Et là, je me suis dit, alors pendant 1 mois, tu te fixes aucun objectif, juste tu profites du moment présent. Et pire période de ma vie. Moi, je suis convaincue de toute façon que l'être humain a besoin, en effet, d'avoir un objectif, une direction, parce que sinon, la vie est bien trop fade. Merci beaucoup, Yomi, d'avoir répondu à toutes mes questions. Avec grand plaisir. Mais ce n'est pas totalement fini. Il reste la partie questions rafales. Je vais vous poser une série de questions rafales. Ça dure 1 minute 30, c'est très rapide et vous allez voir, c'est des questions un petit peu différentes pour apprendre à vous découvrir d'une autre manière. C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin ? Je vais à la salle de sport. Quel est le dernier livre que vous avez lu ? Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Si vous aviez 100 € et pas 1 € de plus, dans quoi les investiriez-vous ? Des livres. Quelle est votre marque de cigare préférée ? Cohiba. Non, Monte Cristo, pardon. Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser ? En général, je les enlève quand j'ai envie de m'en débarrasser. J'en ai pas. Est-ce que vous croyez en Dieu ? Non. Quelle est votre plus grosse addiction ? Le succès. Ça coûte combien d'avoir Dimitri Payet dans une promo Instagram ? Je ne m'en rappelle pas du tout. Je peux pas le divulguer en plus pour lui. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie ? Je pense que la culture générale est surcotée. Je pense qu'on passe énormément de temps à apprendre des choses qui au final ne sont pas très importantes pour notre vie, uniquement pour pouvoir impressionner des gens lors d'un dîner. Quel est l'investissement que vous avez fait et qui vous a fait gagner le plus d'argent ? Je pense l'immobilier. Et celui qui vous en a fait perdre le plus ? J'ai acheté un CryptoPunk à 500 000 $. Il en vaut 100 aujourd'hui. Ah, ça fait mal. C'est long terme, ça a remonté. Si vous pouviez inviter une personne à déjeuner, n'importe qui, sans limite, qui choisiriez-vous ? Elon Musk. Ça coûte combien l'heure de vol sur un Citation XLS ? Alors l'heure de vol, elle doit être dans les 6 000 €, un truc comme ça. Un peu moins. Quelle est votre dernière folie financière ? Louer un super yacht. Qu'est-ce qui vous met vraiment en colère ? Je suis jamais en colère. Jamais ? Non. Quelle est votre plus grande peur ? Les regrets. Quelle est la dernière chose inconfortable que vous ayez faite ? Prendre une douche froide juste avant de venir. Vous descendez à quel hôtel quand vous êtes à Paris ? J'alterne. La dernière fois, j'étais au... Comment il s'appelle ? La dernière fois, j'étais au Royal Monceau. Quel est le luxe dont vous ne pourriez absolument pas vous passer ? Avoir une assistante personnelle. Qu'est-ce qui vous dérange le plus dans l'époque à laquelle on vit aujourd'hui ? Que les gens font que de se plaindre. C'était quand la dernière fois où vous avez pris un risque ? Tous les mois quand j'ai investi. Quel métier vous ne pourriez jamais exercer et pourquoi ?
tous les métiers répétitifs. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité? Détermination. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut? Impatience. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir? J'écoute un livre audio. Merci beaucoup Yomi d'avoir répondu à toutes mes questions et de vous être prêté au jeu des questions rafales. Ça s'est passé comment pour vous? Merci beaucoup, l'intro était très belle et très recherchée. Donc, merci pour le temps que vous avez passé à la faire et à préparer l'interview. C'était un grand plaisir d'être ici. Et les questions rafales, ça va, ça a été? Ça va, C'était un petit peu une ça va. appréhension quand même. Hein. Bah, c'est pas une appréhension, c'est juste que je suis pas spécialement doué. J'aime bien réfléchir avant de répondre. C'est difficile pour moi de répondre du tac au tac. Bah justement, c'est bien de faire des choses un peu différentes. Oui, il faut tout le temps se challenger dans la vie. Donc, ça en est où votre projet de vous expatrier, je crois, à Los Angeles, c'est ça? Chaque année, je dis que je vais y aller et chaque année, je le fais pas. Ah, et pourquoi? C'est juste une question, c'est pas pratique en fait, avec le décalage horaire. Ouais. Toute mon équipe, mes collaborateurs sont en Europe, la plupart de mes clients sont en Europe et donc à Los Angeles, je dois me lever à 5h du mat si je veux pouvoir communiquer, donc c'est pas pratique et je pense que je vais peut-être même abandonner ce projet d'aller à Los Angeles parce que je me rends compte d'année en année que les États-Unis c'est un petit peu surcoté et j'aime de plus en plus l'Europe. Vous voyez où dans 5 ans? En tant que pays? Oui, ou dans votre situation, peut-être en faisant autre chose dans une autre ville? Je me vois avec d'autres business continuellement en train d'avancer sur mes objectifs et en tant que pays je sais pas, on verra. Vous savez pas encore? On verra où l'avenir me porte. Bah merci encore Yomi d'avoir répondu à toutes mes questions, je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Merci beaucoup, je vous souhaite beaucoup de succès aussi.